Donc, alors, pour introduire mon topo, je dirais que la prostatectomie radicale est un traitement efficace dans la prise en charge du cancer localisé de la prostate. Alors, l'objectif de cette chirurgie, et bien sûr, quel que soit le risque de D'Amico, eh bien, l'objectif, c'est l'ablation de la tumeur, l'éradication des cellules cancéreuses et l'obtention d'un PSA indétectable. La problématique qu'on vient de voir, c'est la rechute biochimique qui est pratiquement présente dans 16 à 46% des cas en fonction des risques de D'Amico. Et donc, nous, thérapeutes, on se pose toujours la question, est-il légitime de proposer une intensification thérapeutique chez ces patients qui pourraient développer par la suite une rechute biochimique? Pour ceci, nous avons besoin d'un certain nombre de critères. Alors, il y a les critères biologiques, il y a les critères histologiques, sont-ils valables aujourd'hui avec un PSA indétectable? Et puis, il y a les signatures moléculaires, tout ce qui est génomique, presque l'actualité et non pas le futur aujourd'hui. Parce que finalement, on peut dire que le cancer de la prostate est le pauvre parent au côté génomique. Donc, à part peut-être actuellement les anti-PARP pour les peu de cancers mutés ou métastatiques. Et donc, qu'est-ce qu'on a à proposer à ces patients? Donc, ça a été dit dans le topo de Sedfkek, on dispose de la radiothérapie externe, donc vous le savez tous, dans le cadre d'un traitement multimodal. Alors, c'est une radiothérapie type IMRT, mais on va quand même et toujours se poser quelques questions et essayer d'y répondre à l'instant T. Donc, aujourd'hui, puisque les papiers et la science évoluent. Est-ce qu'on est dans une stratégie d'adjuvant, de rattrapage? Et puis, on va parler un petit peu des détails, comment prescrire cette radiothérapie. La grosse question est celle de l'hormonothérapie. Est-ce qu'elle est systématique chez ces patients-là? Sommes-nous dans une stratégie de déprivation androgénique courte ou longue, ou y a-t-il une place aux hormonothérapies de nouvelle génération? Donc, on va commencer par répondre aux deux premières questions, le pour qui et le quand. Alors, j'ai mis ce slide qui va résumer un petit peu un certain nombre de critères que la majorité parmi vous ici présents. Alors, ces critères, je dirais, c'est des critères histologiques, sur lesquels nous, en co-radiothérapeutes, on posé l'indication d'un traitement plutôt adjuvant par radiothérapie plus ou moins chimiothérapie. Alors, ces critères, c'était le glisone élevé, le PSA, d'autant plus s'il y a un upgrading sur la pièce opératoire par rapport aux biopsies, les marges positives et un curage positif. Pourquoi? Parce que ces éléments-là étaient par la suite corrélés à la survenue d'une rechute biologique dans un pourcentage très important de patients. Alors, ceci était valable jusqu'en 2020. Donc, vous connaissez tous la méta-analyse artistique, puisque après cette méta-analyse, qui inclut 3 essais randomisés, phase 3, donc 2 essais européens et un essai australien, et bien dans cette méta-analyse, on a démontré, en fin de compte, que du moment que le PSA est indétectable, le standard, c'est la surveillance en post-opératoire, c'est-à-dire tous ces critères biologiques ou histologiques n'ont aucune valeur. Et encore mieux, elle a démontré que cette radiothérapie de rattrapage fait autant qu'une radiothérapie adjuvante, d'accord? Mais ils ont insisté dans artistique sur le timing de cette radiothérapie, puisqu'elle doit se faire aux premières ascensions du PSA. Il ne faut pas attendre le seuil 0,2 de la rechute biologique pour pouvoir l'instaurer. Alors, avec ce traitement de rattrapage, ça a permis d'éviter d'irradier un patient sur 2 en adjuvant, et ça a permis d'éviter la radiothérapie trop proche de la chirurgie, génératrice de pas mal de toxicités qui seront cumulées. Et donc, le nouveau standard depuis artistique, c'est la surveillance du PSA en post-opératoire. L'élément sur lequel, ou le deuxième message à passer, c'est la précocité donc de la mise en marche de cette radiothérapie. Alors, vous voyez les deux courbes. Quand on a un PSA entre 0,01 et 0,2, les courbes de survie sont meilleures que ce soit en survie sans rechute biologique ou en survie sans survenue de métastase. Et donc, aujourd'hui, c'est tout l'intérêt de la surveillance post-opératoire par PSA. Alors, c'est très joli, une très jolie méta-analyse, mais bien sûr, il y a quelques critiques, justement. Avant de dire que la radiothérapie adjuvante va être complètement dans les oubliettes,
la plus grosse critique à artistique, c'était le faible nombre de patients à haut risque et à très haut risque dans cette étude. Alors, je vous ai mis un tableau qui résume un petit peu les caractéristiques des patients dans la méta-analyse artistique avec les 3 essais. Alors, vous voyez que pour les PT4, il y avait moins de 2% de patients PT4, moins de 15 à 18% de patients avec des glisones supérieurs ou égales à 8, et moins de 10% des patients avec un curage, des PN+, un curage positif qui est le critère majeur du très haut risque. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra peut-être patienter avant de mettre cette radiothérapie adjuvante complètement dans les oubliettes. D'autant plus qu'il y a donc, alors artistique c'était en 2020 et dans les recommandations de l'AFU 2020, donc c'était beaucoup plus le rattrapage. Juste après, il y a eu pas mal de papiers. Donc je vous ai mis, c'est un papier conséquent allemand par Tilke qui a été publié en 2022. Et dans leur papier, il y avait beaucoup de patients à très haut risque et ils ont démontré quand même qu'il y avait un impact de cette radiothérapie adjuvante. Donc on va voir tout à l'heure que même dans l'actualisation des guidelines, il y a encore de l'adjuvant qui circule quelque part dans les recommandations. Eh bien, il a fallu attendre pour clôturer le débat adjuvant rattrapage avec ce dernier papier qui est apparu en juillet 2024. Alors, dans ce papier, c'est une actualisation de l'essai anglais Radicals RT, publié dans les Annales d'oncologie et qui a été communiqué à l'ESMO 2024, donc toute récente. Et là, vous voyez, il y avait des patients à très haut risque selon le CAPRA-S score, que j'ai encadré un petit en rouge. Donc, il y avait une bonne représentativité dans cet essai des patients à très haut risque. Et donc, vous voyez les 2 courbes, elles sont parlantes d'elles-mêmes. Il n'y a aucune différence entre une radiothérapie adjuvante versus une radiothérapie de rattrapage, quel que soit le facteur histologique pronostique, c'est-à-dire même dans les hauts risques. Et on a démontré quand même, dans ce papier, qu'il y avait une importante majoration de la toxicité génito-urinaire. D'accord? Alors, on revoit un petit peu ce qu'il y a dans les guidelines. Alors, vous allez voir que donc, les recommandations de l'AFU actualisées en septembre, donc on prend en considération cette étude publiée en juillet. Et vous voyez dans les patients à haut risque, c'est une surveillance biologique rapprochée et on propose une radiothérapie de rattrapage. Pour les très hauts risques, aussi, ils proposent la radiothérapie, mais sans se prononcer sur le timing. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse un petit peu entre adjuvant ou rattrapage. Alors, par contre, dans les guidelines de l'EAU, la dernière actualisation a eu lieu en avril 2024, donc soit avant ce dernier papier, eh bien, ils offrent encore de l'adjuvant. D'accord? Donc, et pour le très haut risque, c'est-à-dire, ils ne se prononcent pas sur le timing de cette radiothérapie. Mais au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, on est pour beaucoup plus une radiothérapie plutôt de rattrapage aux premières ascensions du PSA. D'accord? Et donc, la première question qui va se poser, c'est l'apport de l'imagerie métabolique. C'est une question qui se pose tout le temps. Eh bien, selon les derniers papiers, avec des taux de PSA de moins de 0,2, alors la sensibilité du PET-PSMA, elle est aux alentours de 30-35%. Donc, c'est vraiment faible pour pouvoir changer l'attitude thérapeutique et surtout, il ne faut pas que le recours à une imagerie pour prouver cette récidive ou plutôt la localiser retarde la mise en place de traitement de rattrapage. Alors, on va répondre à la 3e question, c'est plutôt la cuisine interne des oncoradiothérapeutes. Alors, c'est-à-dire, on va voir quels sont les volumes qu'on va irradier. Est-ce qu'on va irradier la loge de prostatectomie seule ou on va inclure le pelvis, c'est-à-dire les aires ganglionnaires? Comme ça a été dit ce matin, donc on est toujours augmentation de dose, efficacité meilleure. Est-ce qu'on est en droit d'escalader? Et enfin, il y a le fractionnement. Allons-nous rester sur nos pratiques actuelles avec un fractionnement classique de degrés par séance ou allons-nous vers un fractionnement plutôt modéré, un hypofractionnement modéré? En fait, on va réduire de 33 séances à 25. C'est tout ce qu'on peut faire en post-opératoire. Le 4e point qu'on va discuter, est-ce que cette radiothérapie, on va l'instaurer seule ou on va rajouter de l'hormonothérapie? Et puis, on va répondre un petit peu à l'ensemble des questions sur la déprivation androgénique
court ou lent traitement et aussi sur les hormonothérapies de nouvelle génération. Alors, tous les oncoradiothérapeutes savent très bien que la radiothérapie de la loge prostatique, c'est assez complexe. Tout d'abord, on n'a pas de cible et on va irradier un volume anatomique qui est largement modifié par la chirurgie. C'est vrai que nous disposons d'un certain nombre de guidelines et d'atlas de contourage, mais ça reste quand même assez compliqué. Alors, première question, loge ou loge plus pelvis? Alors, pour répondre à cette question, il y a cet essai de la RTOG avec 3 bras. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ce sont les 2 bras où on a irradié la loge et le deuxième bras où on a irradié loge plus pelvis. Donc, vous avez un petit peu les caractéristiques de la population. Alors, voilà, donc les résultats, ils sont parlants. Donc, vous allez regarder juste la courbe verte et la courbe rouge. Alors, la courbe verte, c'est une irradiation loge plus pelvis. Et la rouge, on a irradié que la loge seule. Et donc, la survie sans rechute biologique à 5 ans était de 62% versus 49% pour la radiothérapie pelvienne. Donc, la réponse à la question, c'est oui, il faut irradier le pelvis. Alors, pour l'hypofractionnement modéré versus le normofractionné, alors il y a aussi pas mal d'études. Essentiellement, il y a une étude américaine qui a fait un petit peu le buzz, bon, entre guillemets, pour promotionner la radiothérapie hypofractionnée. Alors, ce qui a été critiqué à cette étude américaine, en fait, c'est la durée, c'est le recul, puisqu'il parle de non-infériorité de l'hypofractionné versus le fractionnement normal, et à 2 ans, on était à toxicité égale. Et on connaît très bien en communauté d'oncoradiothérapeutes que le recul de 2 ans est trop court pour parler de la toxicité de la radiothérapie. Et là, j'ai rapporté ce petit, c'est un joli papier italien, donc publié récemment, qui date de 2024, et c'est une actualisation d'un ancien essai qui a été publié en 2014. D'accord? Alors, sur 110 patients, il y avait des patients qui étaient traités en normofractionné, il y avait de l'hypofractionnement modéré, ils ont donné en 25 séances 2,5 grès, soit 62,5 grès versus le classique qui est de 64 à 66 grès. Alors, le résultat côté contrôle oncologique, on a pu démontrer la non-infériorité de l'hypofractionné côté versus normofraction côté efficacité. Donc, on est d'accord, c'est efficace. Mais côté toxicité, eh ben, vous allez voir, vous voyez un petit peu l'allure des 2 courbes et ils se séparent à partir de 12 mois, pratiquement en défaveur, bien sûr, de l'hypofractionnement modéré. Donc, au jour d'aujourd'hui, on va rester sur nos pratiques. En post-opératoire, c'est un fractionnement classique. D'accord? Alors, le 3e point, c'est celui de l'escalade de doses. Donc, nous, on aime bien les doses, on aime bien augmenter les doses pour être plus efficace. Mais bien sûr, il y a toujours la limite des organes à risque. Alors, il y a cet essai, c'est un essai randomisé phase 3, un essai suisse, qui a comparé chez 350 malades une dose de 64 grès versus 70 grès dans la loge. Alors, vous voyez là aussi, la tête des courbes, elles sont identiques. Donc, il n'y a aucun bénéfice à escalader la dose. Avec 64 grès ou 70 grès, on est à efficacité égale. Voilà, avec bien sûr, il y avait toujours, quand on escalade ou quand on fait de l'hypofractionnement, une majoration de la toxicité. Alors, sauf peut-être, donc il y a une petite exception à cette escalade de dose, en dehors de 0,2 de PSA, c'est-à-dire au-delà, si on est dans une rechute biochimique documentée. Alors, le point sur lequel l'exception, en fin de compte, c'est quand on a détecté une maladie macroscopique. C'est là on peut escalader la dose, puisque quand vous voyez les 2 courbes avec un boost sur la lésion macroscopique documenté, soit sur une IRM multiparamétrique ou un PET-PSMA, il y a un impact sur la survie, donc avec le boost sur cette lésion. Alors, l'autre question à laquelle on va répondre, c'est celle de l'hormonothérapie. Est-ce qu'il y a un bénéfice à faire de l'hormonothérapie avec la radiothérapie de rattrapage? Et à quelle durée? Courte ou longue durée? Alors là, je vous ai mis les 3 essais qui ont testé, c'est des essais phase 3 randomisés, qui ont randomisé en 2 bras, un bras radiothérapie exclusive et un bras radiothérapie avec une hormonothérapie. Et dans cette étude, il y avait des patients avec des PSA, c'est-à-dire moins de 0,5, vraiment les premières ascensions.
Eh bien, là aussi, dans les 3 essais, il n'y a aucun intérêt à ajouter de l'hormonothérapie. D'accord? Donc, avec même une survie sans maladie à 6 ans qui dépasse les 80%, c'est-à-dire qu'avec la radiothérapie précoce adjuvante, on va rattraper et remettre en rémission complète 8 patients sur 10. Bon, je trouve que c'est excellent avec un seul traitement. Non seulement ça, mais mieux encore, avec cette radiothérapie cette hormonothérapie associée à la radiothérapie, on a augmenté le risque de décès par maladie cardiovasculaire, pour peu que les patients ont des comorbidités. D'accord? Donc, pour l'hormonothérapie, au jour d'aujourd'hui, chez les patients dont le PSA est inférieur à 0,2, il n'y a aucun intérêt à mettre de l'hormonothérapie parce qu'il n'y a non seulement aucun bénéfice, mais on est plutôt toxique. Toujours la question au risque, très haut risque. Alors, il y a cette étude qui, justement, selon le CAPRA-S-score, c'est-à-dire qu'on a mis des patients à très haut risque et chez qui on a proposé une radiothérapie versus une radio-hormonothérapie. Alors, vous avez les quatre graphiques. Alors, c'est les 3 courbes, verte, la bleue, c'est radiothérapie exclusive, rouge et verte, c'est de l'hormonothérapie courte ou longue durée. Alors, vous avez, c'est la même courbe, que ce soit en survie sans métastase ganglionnaire, en survie sans métastase à distance et en survie globale. Peut-être il y a un petit bénéfice pour l'hormonothérapie, et vous voyez les 2 courbes, courte et longue, c'est pratiquement la même chose. Et donc, il y a probablement un bénéfice à mettre une hormonothérapie de courte durée si l'objectif, c'est bien entendu, c'est la survie sans hormonothérapie de rattrapage. Alors, toujours, on retourne un petit peu vers les guidelines de 2024 dans leur dernière actualisation. Bon, pour les recommandations de l'AFU, ils proposent pour les très hauts risques, c'est-à-dire les PN+, une hormonothérapie adjuvante, mais sans se prononcer sur ni la durée, ni le type d'hormonothérapie. Et bien sûr, ils proposent la radiothérapie, on en a parlé tout à l'heure. Pour les recommandations de l'EAU, là aussi, ils mettent de l'hormonothérapie, mais ils ne se prononcent pas non plus sur c'est-à-dire la durée et le type d'hormonothérapie. Alors, pour les hormonothérapies de nouvelle génération, c'est vrai, il y a des essais phase 2 dont les résultats sont prometteurs et qui commencent un petit peu à changer nos pratiques en post-opératoire dans la rechute biochimique. Donc, il y a même des AMM, mais il n'y a pas d'essai phase 3 randomisé. Donc, on est en attente de ces essais. Il n'y en a pas un, mais on a pas mal d'essais en cours. Alors là, je vous ai mis l'un des essais en cours, c'est l'essai français Carla 2, qui est en fin d'inclusion. Alors, dans cet essai, on a pris des patients qui sont à très haut risque de rechute biologique et on les a randomisés au moment de l'ascension du PSA en 2 bras. Un bras avec une déprivation androgénique de 6 mois, plus radiothérapie classique dose standard, et un bras où on a ajouté la palutamide. Donc, pour essayer de mettre en place ces hormonothérapies de nouvelle génération. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment de résultats pour c'est-à-dire les inclure dans la prise en charge thérapeutique de nos patients. Et comme on a dit tout à l'heure, on est encore sur notre fin côté cancer de la prostate pour une meilleure stratification du risque. C'est-à-dire après prostatectomie radicale, on veut bien être en droit de dire pour tel patient, je vais intensifier dans l'immédiat et pour tel patient, je vais plutôt patienter parce que même en rechute biochimique, pas tous les patients vont évoluer vers la rechute métastatique où leur pronostic vital serait mis en danger. Et donc, on attend un petit peu, il y a des tests génomiques, l'intérêt des tests génomiques, on en a parlé tout à l'heure avec Hicham Nattal, et voilà, donc il y a le Decipher test, qui est, en fait, c'est un test, c'est une NGS de nouvelle génération avec à peu près un panel de 22 gènes qui va nous permettre, probablement dans le futur, de stratifier entre les patients à très haut risque de récidive et les patients chez qui on va probablement continuer à surveillance. Donc, vivement ces données moléculaires et surtout leur utilisation en pratique à l'instar des autres cancers. Vous savez, aujourd'hui, le cancer du sein et le cancer du poumon. Donc, on est pratiquement dans des traitements plutôt à la carte.
Bon, je vais conclure, donc je pense que je suis dans les temps. Alors, les messages à retenir. En post-prostatectomie, avec un PSA indétectable, c'est la surveillance. C'est un élément très important, une surveillance qu'il faut proposer à des patients qui vont être, bien sûr, surveillables, si on ose dire le terme. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il faudra proposer cette radiothérapie de rattrapage au plus précocement possible. Et donc, la radiothérapie de rattrapage précoce seule est le standard chez ces patients. Et il ne faut pas attendre d'arriver au 0,2 pour dire c'est la récidive biologique, il faut faire les investigations nécessaires. Non, il faut passer la main et proposer au traitement un traitement complémentaire qui va être un traitement curatif et le remettre en rémission. Alors, l'adjuvant. Bon, l'adjuvant, vous savez, il y a beaucoup de papiers dans la littérature, comme ça a été dit tout à l'heure. Il y a vraiment des patients qui sont probablement pas sujets à cette surveillance. Donc, c'est au cas par cas, des patients jeunes avec des très hauts risques qui risquent d'être perdus de vue. Probablement, moi je trouve aujourd'hui, c'est probablement le profil de patient pour qui on pourrait proposer un pseudo-adjuvant. Alors, la radiothérapie, c'est une radiothérapie IMRT avec un fractionnement classique. On irradie la loge et le pelvis et on ne dépasse pas la dose de 66 Gray, sauf lésions macroscopiques qui l'imposent. Donc, on reste sur nos pratiques. L'hormonothérapie, comme vous avez vu tout à l'heure, la courte durée, c'est des patients à très haut risque pourraient éventuellement éviter d'arriver à une hormonothérapie de deuxième ligne. Les hormonothérapies de nouvelle génération, donc on attend les résultats des essais en cours et aussi vivement les biomarqueurs génomiques pour un traitement à la carte. Et je vous remercie. Bravo, Emel, pour cette très belle présentation, très didactique. Donc, la parole est à la salle. Moi, j'ai juste un petit commentaire, juste par rapport au décifère, comme a dit Emel. Aux États-Unis, c'est plus quelque chose qui arrive. Le décifère fait partie intégrante de la radiothérapie post-opératoire et de l'hormonothérapie. Et d'ailleurs, ils ont un cut-off de 0,6. Au-delà de 0,6, quand le seuil, comme pour l'oncotype chez nous, RS inférieur à 15, eux, c'est 0,6. Au-delà de 0,6, les patients qui vont recevoir la radiothérapie recevront de l'hormonothérapie avec. Donc, on a vraiment on a les Européens parce qu'ils n'ont pas le décifère et on a vraiment une prise en charge américaine où le décifère fait partie intégrante maintenant des traitements adjuvants en post-opératoire. Bravo, Amen. Merci, Dr. Mazouzi, pour votre exposé clair. Alors, ma question, c'est par rapport au PN+. Vous l'avez bien précisé sur les recommandations de l'OAE. 3 situations, soit hormonothérapie, soit hormonoradiothérapie stéréotaxique, soit surveillance. Chez les patients, on a moins de 2 ganglions avec 0,1 de PSA. Mais ces recommandations qui sont fortes, ils sont valables pour des patients qui ont eu un curage étendu. Alors, dans votre pratique, quand on a une atteinte ganglionnaire, un ganglion sur un curage limité, est-ce que vous irradiez ces patients, vous leur donnez l'hormonothérapie, vous faites quoi? Vous les surveillez? Alors, en tenant compte des résultats de cette dernière étude, donc, a priori, il faudra les surveiller. Même si le curage, il est insuffisant, si on ose dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ça la question. Ben oui, d'après la dernière étude, parce que si ce curage était, donc on répond autrement, si ce curage était intensif et on a un nombre de ganglions plus important, même quand ces ganglions sont positifs, tant que le PSA est indétectable en post-opératoire, on surveille. C'est exactement ce qu'il faut ça. Retenir. PSA indétectable, pas de radiothérapie. Pas de Ça fait radiothérapie. beaucoup de toxicité et pour un bénéfice qui n'a jamais été prouvé. À partir du moment où on va avoir une ascension du PSA, on fait de la radiothérapie seule, sauf si le décifère nous montre qu'il y a des facteurs de haut pronostic de métastase, et là on associe l'hormone. Mais c'est ça, c'est vraiment le message à passer. Oui. Oui. Tu les as bien enlevés. Tu as bien beau de PSA. Mais on ne sait pas. Je vais te répondre en expliquant le rationnel de la radiothérapie pelvis totale. La plupart des récidives sont ganglions régionaux, mésorectaux,
à la limite de ton curage, etc. Donc, tu les englobes. Donc, l'idée de faire une radiothérapie justement pelvienne, c'est dans le cadre de ces soit micro, soit même macro-ganglions qui ont été laissés sur place pour des raisons techniques X, plus bien sûr l'hypothétique récidive de l'anastomose, parce que Oui. si tu veux voir l'anastomose, il faut attendre que le PSA dépasse 2-3. Là, l'IRM te le montrera une fois sur 2 et le PET-PSMA 3 fois sur 4. Donc, l'idée, c'est celle-là. Rester à 0, on ne bouge pas, on gagne du temps en fait. Exactement. On gagne du temps. Et puis, s'il y a une récidive, il faut rester au-dessous de 0,2 et faire pelvis total. Jamais sur la loge toute seule, toujours pelvis total, à cause justement de la problématique dont tu viens de parler. Oui, mais comme je... Oui. C'est ce que j'ai dit au début quand j'ai mis les recommandations de l'EAU. J'ai dit tout à l'heure que c'est des recommandations d'avril 2024. C'est-à-dire on n'avait pas les résultats de cette étude. Donc il faut attendre probablement qu'ils seront actualisés. C'est D'accord. pour Donc ça que ce problème est vraiment tranché chez les Américains avec le décifère. Ils ont même chez les populations N1 des patients qui ne vont pas rechuter. tout à fait. Donc avec le décifère, on a le profil génomique des patients agressifs. Traitement à la carte. Voilà, et pour lesquels la radiothérapie et l'hormonothérapie va faire mieux que Alors, la surveillance. Oui, alors, C'est-à-dire que du moment qu'on a un PSA indétectable, que le curage soit massif ou pas, bon, le chirurgien a bien fait son travail. Jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire jusqu'à l'ascension du PSA. Voilà. Donc c'est ça, jusqu'à l'ascension du PSA. Il faut s'y prendre rapidement aux premières ascensions. Et après, parce qu'un PSA détectable en post-opératoire, c'est pas forcément une rechute biochimique, ça peut être aussi des métastases occultes par un bilan d'extension initiale, c'est-à-dire... Et quand on n'a pas le décifère, le temps de dédoublement du PSA est un critère qui nous Aussi. aide à l'hormonothérapie. Si c'est très très précoce, bien sûr, l'hormonothérapie elle est obligatoire. Maintenant, si Ouais. on a un temps de dédoublement qui est très après 2 ans, on a vu la rechute biologique ou 3, on n'a pas besoin de faire. Et le seuil de 0,2, c'est vraiment quelque chose qui. alors, oui. comment Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire la radiothérapie. Là, on va la faire, retarder. Oui. 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 On va la faire. Mais On va la faire, mais on va la faire au moment où on a l'ascension du Parce que PSA. tous les Pas tout de malades ne suite. vont pas récidiver. Voilà, parce Tous les qu'on a malades quand ne même vont pas faire 80% des patients qui ne vont pas rechuter. Ou 80% ne va mais pas le faire. 80% il ne va pas faire. C'est quand même énorme. Et le décifère, encore une fois, aide à trancher. Alors j'ai une petite, je crois que c'est évident. Alors pour moi c'est une question. Tu veux traiter. Alors moi j'ai juste, s'il vous plaît, comment vous expliquez la discordance entre l'inutilité de l'hormonothérapie en adjuvant en récidive biologique et l'utilité de la radiothérapie dans un cancer au risque éradié de novo? Alors donc, l'intérêt de la radiothérapie, excusez-moi, donc, Non, en récidive biologique, vous faites Oui. une radiothérapie seule, voilà. très bien. Ça prouve que l'hormonothérapie est inutile. Enfin, sauf si on a le décifère mais- positif pour... Voilà, exactement, oui, parce d'accord. qu'au jour Mais- d'aujourd'hui, pardon, excusez-moi, juste pour qu'on Oui. puisse être sur la même longueur d'onde, alors au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de critères réels, d'accord? C'est-à-dire on se base sur l'histopronostic, donc on ne peut pas se dire que ce patient, parce que vous savez, il y a des patients qui ont des PSA détectables en post-opératoire, et ils vont jamais faire, c'est-à-dire d'autres traitements adjuvants, du moment que le temps de dédoublement de PSA est long, et il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent. Non, j'ai compris. Oui. J'ai compris que la radiothérapie ne doit pas être associée à tous les malades. Tous les malades en récidive biologique. C'est-à-dire que Oui. ceux qui ont le décifère positif ou qui ont une prédisposition, on va les Rajouter hormonothéraper et on va les irradier. D'accord. Voilà, attendez, mais il y a des malades qui ne vont pas nécessiter cette hormonothérapie. Oui. Ça veut dire qu'elle est inutile, elle est inefficace, ça ne sert à rien. Mais pourquoi il est... Mais attends, je m'explique. Mais attends,
Mais pourquoi cette hormonothérapie historique, il y a 14 ans, depuis Bola, Michel Bola, qu'il est obligatoire parce que ça potentialise l'effet? C'est-à-dire, vous parlez dans la radio hormonaux, dans le localement avancé. Non. Pardon, C'est vous parlez de la radio hormonaux dans la maladie localement avancée qui est le standard. De nouveau. Mais on est avec une tumeur en place. Et oui, mais quand on irradie le volume tumoral, voilà, donc on traite une tumeur en place. Mais là, on est dans du microscopique, une et après vous. peut très bien rattraper. Ils ont identifié les bons candidats à l'hormonothérapie. Quels sont les candidats? Il y a des patients défavorables chez Exactement. qui on fait la radiothérapie. Oui. Et il y a la radiothérapie de faible risque. Ils sont en hormonothérapie. Ça fait On va donner la parole. J'ai une question pratique à un patient qui a un taux de PSA inférieur à, qui est supérieur à 0,1 et toujours inférieur à 0,2. Est-ce que dans votre pratique, on sait que le PSMA ne donne pas grand-chose. Est-ce que vous êtes amené à demander une association PET-PSMA-IRM ou bien vous irradiez directement la loge et le pelvis? Et si vous êtes amené à demander une IRM et un PET-PSMA, vous trouvez quand même une récidive, par exemple ganglionnaire, est-ce que vous êtes amené à prescrire de l'hormonothérapie et pendant combien de temps? Alors, on va essayer de répondre à la question parce que quand on a un PSA inférieur à 0,2, donc il y a peu probable de tomber sur la maladie macroscopique déjà. Peu probable. D'accord. Donc on est d'accord sur ça. Alors, moins de 0,2, vous savez, il y a des patients anxieux. Il nous arrive de demander des PET-PSMA, vous le faites toutes dans votre pratique, sans grande conviction. Le malade, il surveille son PSA, en moindre élévation, il va lui-même faire son PET-PSMA. Le plus important ou le message à transmettre, c'est de ne pas retarder la prise en charge. Et si jamais, je dis bien, quoique un seuil de moins de 0,2, c'est peu probable, eh bien dans ce cas-là, il faudra prendre en charge le malade dans sa globalité, c'est-à-dire faire le traitement de rattrapage et faire aussi probablement un boost sur le ganglion, si jamais on retrouve une récidive ganglionnaire. Donc c'est l'intérêt, c'est pour ça que j'ai mis la petite slide de tout à l'heure. Donc on va y aller pour faire un boost là-dessus et discuter justement l'hormonothérapie. Moi, si j'ai un 0,1 avec une atteinte ganglionnaire, je mettrai en doute l'atteinte ganglionnaire. C'est impossible d'avoir un 0,1 et avoir une atteinte ganglionnaire. Vraiment, S'il y a une atteinte ganglionnaire, c'est pour ça qu'on ne demande pas de bilan morphologique. À 0,1, si tu demandes un bilan morphologique, il faut le prouver. Si tu as un ganglion, il faut l'enlever. Si tu as une rechute locale, il faut la confirmer si tu veux faire une escalade de dose. Donc, on va retarder les traitements et très probablement avec 0,1, on n'aura pas de rechute qu'on va voir macroscopiquement. Et c'est pour ça que dans les standards, il n'y a pas de bilan radiologique à faire. À partir de 0,2 et plus, oui, je suis d'accord avec moi. Mais 0,2 et moins, on fait la radiothérapie. Alors, parce que là, c'est un cas Réel. Exactement. Il y a une concordance entre le PET-PSMA et l'IRM. Il y a la même adénopathie sur les deux explorations radiologiques. Il faut l'enlever. Alors, la dernière question pour Amer, parce que, vas-y. Vas-y, interviens. On parle de prostate en place ou la prostate enlevée? Parce que prostate en place, c'est une autre discussion. Prostate enlevée, c'est une autre discussion. Curage fait, curage non fait, c'est une autre discussion. Je réitère ma façon de réfléchir qui est rationnelle. Ce sont les discussions avec les différents spécialistes. Maintenant, l'équipe qu'on a un PSA qui pousse, on ne parle pas de PSA régulier. PSA régulier, c'est une catastrophe pour nous tous. Bien sûr. Prochain temps, on irradie, ou il faut attendre. PSA qui D'abord, عندك un PSA qui pousse. Indétectable. Un PSA qui pousse. D'ailleurs, à 0,1, on sait déjà les malades qui poussent. On connaît dans chaque ville c'est quoi le taux de détectabilité. Mais bien sûr, un PSA, à partir de 0,1, on a 12 à 15% de positivité. Mais qui pour atteindre un ganglion, le radiothérapeute, vous me dites, je vais un ganglion, on va on l'avait présenté, on a souffert. Donc, c'est un ganglion,
تبتي لوان ولا عاوتاني رجعنا باش ترجع بارسيلي وداك الشيء راه سي با فاسيل فريمون سي با فاسيل داك الشيء باش يلفو ديسكوتي كباركا دابا لا وانا متفق مع حميد مع استاذ فكاكه واستاذه ملي كيكون عندك لي غونغليون بوزيتيف عندك ان بي تي 3 بي فهمني انا مش فاهم بي تي 3 بي دي غونغليون بوزيتيف نديرو حنا ار 0 avec un PSA même qui est indétectable alors on sait qu'il va pousser là on le sait. Oui, mais pardon, on le sait. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire la radiothérapie. Et ça ne veut pas Il dire faut qu'on la va pas différer. juste pour les complications. Il faut la différer dans le temps. Tu mets programmé et différé. Exactement. Mais c'est programmé On va la programmer, mais la différer. Tout à fait. Pas forcément. On va temporiser. D'ailleurs, la preuve, c'est que je vous remercie beaucoup. C'était une très très belle présentation. Ça a suscité beaucoup de questions. Bravo, bravo.